L'orage était arrivé dans la nuit comme une créature vivante, déferlant sur les Sabi Sands avec une rage qui faisait trembler les fenêtres et pliait les arbres anciens à sa volonté. Les éclairs fendèrent le ciel en veines blanches, le tonnerre secouait le sol, et la pluie tombait si fort qu'elle transformait les pistes poussiéreuses en rubans sinueux de boue. À l'aube, le pire était passé, laissant derrière lui un paysage cru et exposé, comme si toute la sauvagerie avait été écorchée et lavée de frais. L'air était lourd de l'odeur de terre mouillée et de feuilles écrasées, et une brume basse s'accrochait aux dépressions du terrain, s'enroulant autour des buissons épineux et des termitières comme des doigts fantomatiques. Au petit poste de rangers en bordure de la réserve, une seule lumière brûlait dans le bureau, projetant un rectangle de jaune chaud sur la véranda humide. À l'intérieur, assis seul, avec une tasse fumante de thé rooibos, se trouvait un homme dont la vie était tissée à cet endroit depuis plus longtemps que la plupart des jeunes rangers n'étaient en vie. Il s'appelait Simon Laurent, bien que la plupart l'appellent simplement Simon. À 63 ans, Simon bougeait plus lentement qu'autrefois, avec une raideur dans les hanches qui faisait des matins précoces une négociation avec son propre corps. Ses cheveux s'étaient clairsemés et avaient pris la couleur des nuages d'orage, et des rides profondes creusaient son visage, d'une manière qui le faisait paraître perpétuellement pensif, même quand il était discrètement amusé. Ce n'était pas un homme de beaucoup de mots, mais ceux qui travaillaient avec lui savaient que quand il parlait, on écoutait, car sa voix portait le poids de décennies passées à lire les traces dans la poussière, à écouter la respiration d'éléphants endormis et à observer des lions sous 1000 cieux différents. La radio sur le bureau crépita d'électricité statique, puis retomba dans le silence. L'électricité avait vacillé toute la nuit. Simon enroula ses mains autour de sa tasse, laissant la chaleur imprégner ses doigts, et écouta le monde extérieur commencer à s'éveiller. Un francolin cria sèchement depuis quelque part près du réservoir d'eau, son gloussement alarmé rebondissant sur les murs humides. Des grenouilles, enhardies par les flaques inondées, coassaient bruyamment dans le fossé au bord de la route, et, au loin, à peine audible sous le soupir du vent, à travers les arbres mouillés, vint le grondement bas et distant de lions regagnant leur lieu de repos préféré après une longue chasse orageuse. Ces lions lui étaient aussi familiers que de vieux voisins. Il connaissait leur territoire, leurs querelles, leur dynastie. Il y avait un mâle en particulier qu'il avait observé pendant des années, un grand lion à crinière sombre, dont la présence changeait l'air d'aise qu'il apparaissait. Les jeunes rangers l'appelaient roi, le chef, pour sa taille et la façon dont il marchait comme si le sol lui appartenait. Simon l'avait vu passer de jeune outsider maigrelet à mâle dominant d'une des plus grandes troupes de la région, avait vu sa crinière s'épaissir et s'assombrir, avait vu des cicatrices apparaître et s'estomper sur son visage et ses épaules, comme des lignes dans une histoire ancienne. Au premier jour, Simon l'avait observé de loin, notant ses habitudes. Dans les années suivantes, il y avait eu des moments, brefs, silencieux, où le lion se tenait sur la route poussiéreuse devant le Land Cruiser, fixant Simon d'un regard stable et sans hâte, avant de s'écarter pour laisser passer le véhicule. Ils n'avaient pas de relation au sens humain, mais ils se connaissaient, c'était suffisant. Le téléphone au mur sonna, le tirant de ses pensées. C'était l'équipe de patrouille de nuit, qui se signalait tard à cause de l'orage. Leurs voix étaient fatiguées, un peu secouées. Arbres tombaient sur la route d'accès sud, une section emportée près du passage de la rivière. Et une chose de plus, dirent-ils, presque comme une arrière-pensée,
une pointe d'inquiétude glissant dans leur ton. On a entendu des rugissements près du Marula tombé, près de la crête est, expliqua le jeune ranger. Ça sonnait bizarre. Pas comme d'habitude. Des rafales courtes, puis silence. Peut-être rien. Peut-être quelque chose de coincé. Simon sentit un petit nœud se resserrer dans sa poitrine. Il connaissait ce vieux Marula. Il se dressait sur une légère élévation, non loin d'un amas de rochers, où les lions aimaient se reposer les après-midi chauds. S'il était tombé pendant l'orage et que quelque chose s'était abrité dessous, « Je vais vérifier », dit-il simplement. « Allez dormir, les gars. » Il raccrocha, finit son thé d'une longue gorgée et sortit dans le matin frais. Le ciel était pâle et délavé, portant encore le souvenir des éclairs. Le sol aspirait ses bottes à chaque pas tandis qu'il marchait jusqu'au Land Cruiser, son châssis strié de boue séchée, de semaines de patrouille. Il vérifia son équipement, plus par habitude que par peur. Radio, trousse de premier secours, une bobine de corde, la petite boîte métallique d'outils vétérinaires qu'il gardait pour les urgences. Il s'arrêta une seconde, la main posée sur la boîte, sentant une vieille inquiétude familière. Dans son tiroir au bureau, il y avait une photo fanée d'un homme plus jeune debout, à côté d'une lionne blessée, un vétérinaire agenouillé à ses côtés. Elle avait été prise presque 30 ans plus tôt. Un jour où Simon avait tenu une perfusion d'une main tremblante, pendant que le vétérinaire retirait une balle de braconnier logée près de sa colonne. Il l'avait sauvée. Mais un lionceau était mort de faim avant qu'il ne trouve la tanière. Le souvenir avait encore un goût aigre-doux. Il avait appris il y a longtemps que dans ce travail, on ne sauvait jamais tout le monde, mais on essayait quand même. Il tourna la clé et le Land Cruiser toussa pour démarrer. Tandis qu'il sortait par la grille ouverte, les pneus envoyaient de petits éventails d'eau, jaillissant des flaques. La réserve s'étalait devant lui, un patchwork d'herbes et de buissons, de dépressions inondées, reflétant le ciel, et de lignes vert foncé, d'arbres marquant des lits de rivières secs, maintenant gonfleux et boueux. L'air était riche de chants d'oiseaux et du grognement distant d'hippopotames qui s'étaient aventurés hors de l'eau pour brouter pendant la nuit et regagnaient maintenant, à contre-cœur, la sécurité de leur mare. Le chemin vers la crête, elle était plus lent que d'habitude. Des branches tombées jonchaient la piste. Il dut contourner un arbre complètement déraciné, son système racinaire peu profond, exposé comme le dessous d'une araignée géante morte. Il pouvait voir de nouvelles traces d'animaux imprimées dans la boue molle. Hyènes, impalas, zèbres, et plus fraîches encore, les impressions profondes et rondes des pattes d'un lion. Tandis qu'il gravissait la dernière montée avant le vieux Marula, il coupa le moteur et laissa le Land Cruiser rouler jusqu'à l'arrêt, le crissement du gravier humide sous les pneus s'estompant dans le silence. D'ordinaire, il aurait entendu le bavardage des oiseaux dans les branches du Marula, le froissement des feuilles. Ce matin, il n'entendait que le lointain ruissellement d'un ruisseau gonflé et le faible bourdonnement d'insectes. Le Marula lui-même gisait en diagonale, son tronc massif brisé à mi-hauteur, sa section supérieure écrasée au sol. Un éventail de branches cassées s'étalait comme une couronne tombée. L'odeur d'écorce écrasée et de sève était vive et sucrée. Au début, il ne vit rien d'autre, juste l'arbre brisé, la terre trempée et le ciel meurtri. Puis, il l'entendit. Un son bas et guttural, quelque part entre un grognement et un gémissement, venant de l'autre côté du tronc. Il montait, tremblait, et se brisait en un halètement dur et rauque. Les muscles de Simon se tendirent. Il glissa hors du véhicule, lentement, laissant la porte ouverte
au cas où il devrait battre, en retraite vite. Tous ses sens s'aiguisèrent, comme toujours quand danger et but se heurtaient. Il contourna le maroula tombé en angle, veillant à garder ses pas aussi silencieux que le sol humide le permettait. Tandis qu'il contournait le tronc, la scène devant lui figea son corps. Un lion mâle adulte gisait à moitié coincé sous l'une des énormes branches, ses arrière-trains piégés sous son poids. Ses pattes avant étaient libres, griffes enfoncées dans la boue, où il avait essayé et échoué à se tirer. Sa crinière, trempée et plaquée de boue et de feuilles, collait à son cou et ses épaules en touffes d'entes sombres. Ses flancs se soulevaient en respirations irrégulières. Ses lèvres s'étaient retroussées en un rictus silencieux, plus de douleur que de menace. Mais ce n'était pas n'importe quel lion. Même couvert de boue et aplati par l'épuisement, Simon le reconnut instantanément, le large front, l'encoche distinctive à l'oreille droite, la strie plus sombre de crinière le long de l'échine. Roi, le chef. L'espace d'une seconde, Simon ne put que fixer, le choc le traversant en une vague froide. En toutes ces années, il avait vu des lions blessés par des collets, par des combats, par des balles. Mais jamais comme ça, jamais piégés par la terre même, qui les avait toujours portés. Roi tourna la tête, lentement, comme si chaque mouvement envoyait de la douleur à travers son corps. Ses yeux rencontrèrent ceux de Simon. Il n'était pas fou et roulant, pas insensé de panique. Il brûlait d'une intensité claire et focalisée, et de quelque chose que Simon se permettait rarement de nommer chez les animaux sauvages. Compréhension. La bouche du lion s'ouvrit légèrement. Un son bas et grondant émergeant. Un avertissement, oui, mais fin, tendu, comme l'écho de ce qu'il serait normalement. Simon leva lentement les mains, paumes ouvertes, montrant qu'il ne tenait rien de menaçant. « Je te vois, » murmura-t-il, la voix calme mais stable. « Je te vois, vieux. » Le vent changea, portant l'odeur du lion jusqu'à lui. Fourrure mouillée, sang, l'âcreté aigre du stress. Dessous, l'odeur familière et musquée de lion qu'il connaissait depuis ses premiers jours. Allait pister comme jeune ranger, quand sa barbe commençait à peine à pousser et que son cœur s'emballait à chaque rugissement. Il inspira lentement et força son cerveau à commencer à travailler. La branche devait peser des centaines de kilos. Il n'y avait aucun moyen pour Roi de se libérer sans aide, pas dans son état, pas avec le sol si mou et instable. Laissé comme ça, il mourrait, lentement, de blessures internes, de déshydratation, ou des hyènes qui viendraient quand elles réaliseraient que ce roi ne pouvait se lever. Simon sentit quelque chose se durcir en lui, une décision prenant racine, avant même qu'il ne la prenne consciemment. « Base ici, Simon, » dit-il dans sa radio, gardant la voix basse. « J'ai Roi coincé, sous un maroula, tombé sur la crête est. Il est vivant, mais piégé. J'aurais besoin d'assistance, et peut-être d'un cric de l'atelier. Et mettez le vétérinaire en stand-by. » L'électricité statique siffla, puis la voix du rangeur de garde revint, haute d'alarme. « Vous êtes avec Roi ? Simon, ce lion. »« Je sais qui c'est, » coupa Simon doucement. « Envoyez juste l'aide, et dites-leur de prendre le chemin long, la piste principale, à un arbre en travers. » Bien reçu. 15, 20 minutes, vint la réponse, teintée de doute. 20 minutes, dans une situation comme celle-ci, semblaient à la fois trop longue et pas assez. Simon rattacha la radio à sa ceinture et regarda la massive rivière piégeant le lion. La section du tronc était coincée en angle entre d'autres branches et le sol, son poids distribué inégalement. S'il se trompait et la déplaçait dans le mauvais sens, elle pourrait s'écraser et écraser Roi complètement,
ou bloquer toute possibilité de le libérer. Il avança plus près, un pas à la fois, parlant sous son souffle tout le temps. Pas pour la compréhension du lion, mais pour son propre rythme, son propre courage. « Tu te souviens de moi, hein ?» murmura-t-il. « C'est moi qui ai veillé toute la nuit au bord de la rivière quand tu n'étais qu'une ombre, rugissant aux hippopotames, prétendant que rien ne t'effrayait. » Les yeux de Roi suivaient son mouvement, pupilles dilatées dans la lumière grise. Un grognement trembla dans sa poitrine quand Simon arriva à quelques mètres, mais il manquait de force. Il y avait plus d'avertissement dans ses yeux que dans le son. Simon s'accroupit près de l'extrémité de la branche qui reposait sur les pattes arrière du lion, veillant à ne pas faire de mouvement brusque. Il pouvait voir maintenant que les arrière-trains n'étaient pas écrasés à plat. La branche avait atterri maladroitement, coinçant le lion plus dans un étau qu'un écrasement complet, bien que la peau autour des hanches soit gravement contusionnée et déchirée. La pointe de la queue de Roi frémissait de douleur. « Tu t'es mis dans un sacré pétrin, » dit doucement Simon. « L'orage n'a pas joué franc jeu hier soir, hein ?» Il poussa expérimentalement la branche. Elle ne bougea pas. Ses muscles vieillissants se tendirent. Ses bottes glissèrent légèrement dans la boue, et une douleur remonta le long de sa colonne. Il s'arrêta, respirant plus fort. Roi tressaillit, un grognement court et rauque lui échappant au mouvement. « Doucement, doucement », apaisa Simon. « Juste un test. » Le son qui vint du fond de la poitrine du lion en réponse n'était pas le rugissement d'avertissement complet que Simon attendait. C'était autre chose, un grondement au bord de douleur, oui, mais aussi tolérance. Tant que le mouvement n'aggravait pas l'agonie, il le permettrait. La réalisation stupéfia Simon, plus qu'il ne l'admettrait. Il regarda autour, jugeant les angles, le poids, les options. Ils avaient besoin de levier. Ils avaient besoin de temps. Ils avaient besoin de calme. Plus que ça, ils avaient besoin de confiance, pas le genre doux et sentimental, mais la confiance pratique qui empêchait un lion de bondir sur l'humain qui avait décidé de poser ses mains sur un arbre tombé juste au-dessus de ses pattes arrière. « L'aide arrive, » dit Simon au lion, « mais on va commencer sans eux, toi et moi. » Il retourna au véhicule, les poils de la nuque hérissés, tandis qu'il tournait pleinement le dos au lion piégé, se fiant à l'instinct et à la connaissance que Roi était trop coincé, trop épuisé pour lancer une attaque même s'il le voulait. De l'arrière du Land Cruiser, il sortit la corde et un cric métallique compact utilisé pour soulever les véhicules des ornières. Ce n'était pas idéal, mais c'était quelque chose. Il pataugea de retour dans la boue, le cric paraissant absurdement petit dans ses mains, comparé à la taille de la branche de Marula. Pourtant, il avait appris il y a longtemps que dans la brousse, on fabriquait des outils avec ce qu'on avait, pas avec ce qu'on souhaitait avoir. Roi le regarda revenir, narines dilatées en sentant le métal inconnu, l'huile et la trace faible d'essence sur les mains de Simon. Simon posa le cric près de la base de la branche, à un point où le bois semblait moins éclaté et plus solide. Il recommençait à parler, la voix un murmure bas. « Je vais soulever, juste un peu, » dit-il, comme s'il expliquait au lion. « Quand je le ferai, ça va faire mal, mais après, non, tu comprends. » C'était ridicule, bien sûr, mais tandis qu'il glissait le pied du cric sous le bois et commençait à pomper lentement la poignée, il ne pouvait se défaire du sentiment que Roi écoutait. La branche résista d'abord, son poids m'enfonçait profondément dans le sol ramolli. Le métal gémit doucement sous la charge. Les bras de Simon brûlaient. Sa respiration venait dure et courte. Il ignora la protestation de ses articulations,
et continua à actionner la poignée, centimètre par centimètre récalcitrant. Enfin, la branche se souleva de quelques centimètres. La boue aspira et relâcha, avec un faible bruit de succion, tandis qu'une partie de la pression quittait les hanches du lion. Roi grogna, charplit, ses pattes arrière tressaillantes en réflexe au changement soudain. Simon se figea, muscles tendus, prêt à sauter en arrière si le lion se tordait pour mordre. Mais Roi ne le fit pas. Il enfonça ses griffes avant plus profondément dans le sol, respirant vite, supportant la douleur. Les yeux qui se verrouillèrent sur Simon étaient grands et brillants. Mais ils ne portèrent pas le regard fou et frénétique d'un animal acculé. Ils portaient une patience terrible et tendue. Simon déglutit. « Juste un peu plus », murmura-t-il. Il se déplaça, ajusta, pompa le cric encore. La sueur piquait ses yeux malgré l'air frais. La branche monta plus haut, juste assez pour que, si Roi pouvait rassembler ses forces, il puisse se tirer libre. « Maintenant », souffla Simon. « Maintenant, mon ami, essaie. » L'espace d'un battement de cœur, rien ne se passa. Puis Roi banda ses pattes, avant, muscles ondulants sous la fourrure striée de boue, et tira de tout ce qu'il lui restait. Son énorme corps trembla. Le sol se déchira sous ses griffes. Un rugissement profond et guttural jaillit de lui, pas de colère, mais d'effort et de douleur brûlante. Ses arrière-trains raclèrent le long de la boue, peau et fourrure se déchirant là où ils grippaient encore contre l'écorce. La branche craqua. Le cric vacilla de manière inquiétante. Simon pressa son épaule contre la base du maroula, ajoutant son poids, le métal gémissant en protestation. « Allez » haleta-t-il, incertain s'il encourageait le lion ou lui-même. « Allez » D'un dernier soubresaut, les arrière-trains de Roi glissèrent libres, son corps s'affalant en avant sur le sol humide. La branche s'écrasa d'un autre centimètre, mais le lion était dégagé. Le cric, tendu au-delà de sa limite, se plia et bascula sur le côté, claquant contre un rocher. Simon trébucha en arrière, soudain libéré de la tension qu'il avait retenue, et atterrit durement sur un genou. Une douleur remonta sa jambe et dans sa hanche. L'espace d'un moment, tout ce qu'il pouvait entendre était sa propre respiration irrégulière et le tonnerre de son battement de cœur dans ses oreilles. Puis le monde revint en force. Roi gisait sur le flanc, poitrine se soulevant et s'abaissant en grandes respirations tremblantes. Ses pattes arrière tremblaient et frémissaient, peu habitué à être libre du poids écrasant. Boue et sang striaient ses flancs. Il paraissait soudain plus petit, moins comme un roi, et plus comme ce qu'il était vraiment. Un animal fait de muscles et de vulnérabilité et d'os, soumis aux mêmes caprices cruels du temps et de la gravité que n'importe quel autre. Les mains de Simon tremblaient, tandis qu'il enlevait ses gants. Il pouvait sentir les débuts d'une profonde douleur s'épanouissant le long de ses épaules et de sa colonne. Mais il ne détacha pas les yeux du lion. C'était le moment le plus dangereux de tous. La tête de Roi se tourna vers lui, mâchoire s'entr'ouvrant. Un son émergea, rauque, faible, mais encore indéniablement un grognement de lion. Simon tint bon, respirant fort, ne s'approchant pas plus, ne reculant pas. Il pouvait voir le calcul dans les yeux du lion, les instincts anciens luttant avec la nouvelle réalité. Douleur, épuisement, l'écho persistant des mains de l'humain sur la branche piégée, la liberté de bouger ses jambes, à nouveau. Les lèvres de Roi se refermèrent lentement sur ses dents. Ses yeux papillonnèrent une fois, 2 fois, puis sa tête retomba au sol. Simon réalisa qu'il avait retenu son souffle et le laissa sortir en un long exhale tremblant. Le son d'un moteur atteignit ses oreilles, faible d'abord, puis
plus fort, l'équipe de renfort. Il se tourna, boitant légèrement, et leur fit signe de s'arrêter bien en arrière, loin de la zone immédiate. Le vétérinaire, docteur Nadine, descendit du camion, ses cheveux sombres attachés, en un nœud hâtif, yeux vifs. « Vous l'avez vraiment fait, » murmura-t-elle en voyant la scène. « Vous l'avez libéré. » Simon haussa une épaule, comme si ce n'était rien de plus qu'une corvée quotidienne, bien que tout son corps hurle le contraire. « Il a fait la plupart du travail, » dit-il. « J'ai juste convaincu l'arbre de déplacer un peu son poids. » Ils parlèrent à voix basse, s'accordant sur les étapes suivantes. Les blessures de Roy devaient être évaluées. Si sa colonne ou ses hanches étaient endommagées, au-delà de réparation, le choix le plus humain pourrait être difficile. Mais de la façon dont il s'était tiré, il y avait de l'espoir. Il y avait toujours de l'espoir, croyait Simon, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Nadine prépara une flèche tranquillisante. À cette distance proche, il n'avait pas besoin de beaucoup de sédatifs, juste assez pour garder le lion immobile pendant qu'il vérifiait les fractures et traitait les pires blessures. Simon recula vers le véhicule, lui donnant de l'espace et une ligne de vue. Elle tira. La flèche frappa Roy haut sur l'épaule. Le lion tressaillit, un grognement grognant se transformant en un gémissement las. En quelques minutes, sa respiration ralentit davantage, muscles se relâchant en une lourdeur droguée. Seulement alors, ils approchèrent pleinement. Ensemble, agenouillés dans la boue, ils travaillèrent sur le corps du vieux lion. Des mains, qui avaient touché d'innombrables créatures sauvages, pressèrent maintenant soigneusement le long de sa colonne, hanches et jambes. Pas de fractures évidentes. Les contusions et coupures étaient sévères, mais largement superficielles. Les blessures internes restaient une question, mais le fait qu'il puisse bouger ses arrière-trains du tout était un bon signe. Ils nettoyèrent les pires lacérations, appliquèrent un antiseptique, injectèrent un antibiotique à action prolongée. Tout au long, Simon sentait une étrange tendresse protectrice l'envahir. Il se rappelait la première fois qu'il avait vu Roy, juste un mâle maigrelet à demi-adulte, au bord du territoire de quelqu'un d'autre, côte visible, crinière peu plus qu'une suggestion. Il avait pensé alors, celui-là ne tiendra pas. Il y a trop de mâles plus forts, trop de rivaux. Mais le jeune lion les avait tous surpris. Maintenant, le voyant vulnérable à nouveau, Simon sentait un étrange sentiment de boucle bouclée. Quand ils eurent fini, ils reculèrent. « On va le laisser dormir ça, » dit doucement Nadine. « Espérons qu'il pourra se tenir debout seul au réveil. Sinon, on réévaluera. » Sa voix s'estompa. Ils savaient tous deux ce que ça signifiait. Simon hocha la tête, mais ne dit rien. Ils retournèrent au véhicule, donnant de l'espace au lion, et attendirent, tandis que le ciel gris s'éclaircissait lentement vers la fin de matinée. Le monde autour d'eux reprit ses rythmes normaux. Oiseaux appelants, insectes tiquants et bourdonnants, le beuglement distant de bétail depuis au-delà de la clôture de la réserve. Le temps s'étira. Le sédatif commença à s'estomper. Simon observa tandis que la queue de Roy frémissait, puis ses pattes. Sa poitrine se soulevait en respiration plus profonde. Enfin, avec un œuf bas et gémissant, les yeux du lion papillonnèrent ouverts. Pendant plusieurs moments, il resta immobile, clignant lentement, comme se réveillant d'un long rêve lourd. Puis il essaya de bouger. Ses pattes avant poussèrent contre le sol boueux. Ses pattes arrière tremblèrent et glissèrent, puis trouvèrent prise. Les muscles de Simon se tendirent en sympathie, tandis qu'il observait chaque tremblement, chaque tressaillement. Centimètre par centimètre, le lion se hissa
en position assise, haletant, tête basse. Sa crinière pendait autour de lui, comme un manteau déchiré. Il vacilla, se stabilisa, puis, avec une autre respiration profonde et déterminée, mit ses pattes avant sous lui et se leva pleinement sur ses pieds. Simon sentit quelque chose dans sa poitrine se relâcher, un nœud qu'il n'avait pas réalisé avoir serré. Le vieux roi se tenait à nouveau debout. Roi resta debout longtemps, simplement respirant, sang et boue séchant en stries sombres le long de ses flancs. Puis il tourna la tête et regarda droit Simon. Simon ne pouvait s'expliquer, même à lui-même, pourquoi il avança plus près alors. Seulement 1 mètre ou 2, encore bien hors de portée de coups de griffe, mais plus près que n'importe quelle personne rationnelle ne choisirait d'être d'un mâle lion adulte blessé et ressème réveillé. Peut-être était-ce de la folie. Peut-être était-ce autre chose, un besoin de reconnaître l'étrange intimité de ce qui venait de se passer, de clore le cercle. Les yeux ambres de roi tinrent les siens. À cet instant, le roi rugissant et territorial de la savane avait disparu. À sa place était un être vivant qui avait souffert, qui avait été aidé et qui savait, d'une manière muette, que l'humain devant lui n'avait pas causé sa douleur, mais l'avait apaisée. Les lèvres du lion ne se retroussèrent pas, sa queue ne fouetta pas. Il regarda simplement, profond et sans ciller. Puis il fit quelque chose que Simon se rappellerait pour le reste de sa vie. Roi baissa la tête, juste légèrement, juste une fois, avant de se détourner. C'était un petit mouvement, si vite fait que quiconque regardant aurait pu le manquer ou le balayer comme rien de plus que le déplacement normal d'un animal fatigué. Mais Simon le vit, il le sentit. Après ça, le lion commença à boiter loin, ses pas inégaux mais déterminés, se dirigeant vers le lit de rivière sec où la troupe se reposait souvent à l'ombre. Nadet expira. « Il va être douloureux pendant des semaines, dit-elle, mais je pense qu'il s'en sortira. » Simon hocha la tête, regardant la forme qui s'estompait. « Il s'en est sorti de pire, murmura-t-il. Quand ils furent sûrs que Roi était hors de danger immédiat, l'équipe vétérinaire rangea et repartit vers le poste, emportant avec eux le cric cassé et l'odeur persistante d'antiseptique. Simon resta derrière. Une partie de lui voulait suivre le lion à distance, voir où il allait, mais il savait qu'il valait mieux ne pas presser trop près, un jour où l'équilibre entre gratitude et instinct pourrait encore être fragile. Au lieu de cela, il marcha jusqu'à une élévation proche et se tint là, main sur les hanches, regardant la terre que Roi avait revendiquée si farouchement. Le ciel était passé de meurtri par l'orage à un bleu plus doux, des indices de soleil perçant les nuages qui s'amincissaient. Un vent chaud se leva, portant avec lui 1000 odeurs, herbes mouillées, gnudistan, le faible musc de lion qu'il ne pouvait pas encore voir. Il était sur le point de retourner au Land Cruiser quand le vent lui porta autre chose. Un rugissement. Celui-ci n'était pas tendu. Il roula sur la terre avec une puissance corporelle pleine, vibrant dans ses côtes. Roi, s'annonçant au monde une fois de plus. Simon sourit malgré lui. Toujours là, marmonna-t-il. Il attendit un second rugissement et l'entendit, cette fois répondu par d'autres, plus hautes, voix féminines. La troupe, ils étaient proches, plus proches qu'il ne l'avait pensé. Quelque chose en lui se figea. La curiosité l'emporta sur la prudence. Il se trouva à marcher, pas directement vers le son, mais le long d'une légère courbe, utilisant la pente du terrain et les buissons épars comme couverture partielle. Il voulait voir si Roi rejoignait sa famille. Rien de plus, se dit-il, rien de plus. Il gravit une petite élévation et se figea.
Dans la dépression peu profonde, au-delà, à moins de 50 mètres, gisait la troupe étalée dans l'herbe humide. Lionnes, leur pelage légèrement assombri par l'humidité persistante. Mâles et femelles, subadultes, dégingandés et agités, se bousculant légèrement les uns les autres. Lionceaux plus jeunes, leurs taches encore visibles, roulant et battant les oreilles des autres. Et là, au bord, debout plutôt qu'allongé, était Roi. Sa boiterie était encore prononcée, mais il se tenait haut, crinière remuant dans la brise, tandis que les lionnes se déplaçaient vers lui, tête basse, reniflant, léchant ses blessures. Elles l'entouraient de appels grondants bas, réconfort et enquête en un. Une lionne, ses yeux d'un ambre plus clair que les autres, pressa fermement sa tête contre son épaule, frottant sa joue le long de sa crinière battue. Simon observa, se sentant comme un intrus sur quelque chose de sacré. Il aurait dû faire demi-tour immédiatement. Il le savait. Mais il savait aussi que très peu d'humains avaient vu ce qu'il voyait maintenant, la vulnérabilité crue d'un lion qui avait regardé la mort en face et était revenu à le seul endroit qui avait du sens, sa famille. Perdu dans cette pensée, il ne remarqua pas d'abord quand l'une des lionnes plus jeunes leva la tête et le fixa directement. Son regard s'aiguisa, ses oreilles se dressèrent en avant. Puis une autre lionne regarda dans sa direction, et une autre. En quelques secondes, une demi-douzaine de lions le fixaient droit, leurs yeux dorés illuminés d'une intensité qui fit se resserrer sa peau. Les doigts de Simon frémirent vers la radio à sa ceinture, puis s'arrêtèrent. Il savait qu'appeler à l'aide ferait peu. 50 mètres n'étaient rien pour un lion. Il l'avait presque certainement su là, dès qu'il avait gravi l'élévation, peut-être même avant. Il se tint très immobile, cœur battant. Une des lionnes commença à marcher vers lui, puis une autre se mit à ses côtés, puis une autre. En quelques instants, la troupe avançait en formation lâche, pas à la charge, mais à un rythme stable et déterminé, réduisant la distance. Roi resta où il était, observant, ne les arrêtant pas, ne les incitant pas, simplement observant. La bouche de Simon s'assécha. Il envisagea de reculer lentement, mais rejeta l'idée. S'il se tournait, il pourrait déclencher un instinct de poursuite. S'il courait, il ne ferait pas 3 pas. Alors, il fit la seule chose qui semblait juste. Il tint bon, planta ses bottes dans le sol humide et garda ses mains visibles et relâchées le long de son corps. Sa respiration vint lente et mesurée, bien que tout en lui hurle. La troupe s'éventa en approchant. En quelques secondes, ils étaient tout autour de lui, lionnes derrière, à côté, devant. Leurs corps formaient un cercle lâche, queue fouettant, pattes silencieuses sur la terre ramollie. Il pouvait les sentir, musqués, sauvages, chauds de soleil malgré la journée fraîche, avec une undertone métallique faible de sang, encore accrochée à quelques bouches d'un tué matinal précoce. Une jeune lionne s'approcha, assez pour qu'il voie les petites cicatrices le long de son nez, les points délicats de moustache au-dessus de sa bouche. Elle baissa la tête, narines dilatées en aspirant son odeur. Une autre se déplaça derrière lui, si près qu'il pouvait sentir l'air, se déplacer contre l'arrière de ses jambes, tandis qu'elle exhalait. Le battement de cœur de Simon tonnait dans ses oreilles. Il résista à chaque urge de se tourner, de suivre chaque lion des yeux. Le mouvement ne ferait que les exciter plus. Alors, il choisit un point, juste au-dessus de la tête de la lionne la plus proche, et focalisa son regard doucement là, voyant assez pour réagir s'il le fallait, pas assez pour défier. Pas de grognement, pas de rictus, pas de ruée de corps pressant pour le faire tomber. Il n'y avait que le son calme de respiration,
le doux froissement de fourrure tandis qu'il se déplaçait, l'occasionnel uf tandis que l'un exhalait plus charpli. Il n'attaquait pas, il le sentait, l'étudiait, passait autour quelque chose qu'il savait déjà à moitié. Il réalisa, avec un choc, ce que c'était. Il portait l'odeur de roi sur lui. Le sang, la sueur et la fourrure du lion collaient faiblement à ses vêtements, là où il s'était appuyé contre la branche, là où ses mains gantées avaient frôlé la crinière du vieux mâle, tandis qu'il travaillait. Les lionnes bougeaient comme un courant vivant autour de lui. L'une effleura légèrement sa cuisse, et toute sa jambe s'engourdit d'une peur électrique. La queue d'une autre s'enroula brièvement autour de son mollet, avant de fouetter loin. Un jeune mâle, sa crinière commençant à peine à pousser, s'approcha plus que les autres. Il leva la tête, yeux brillants de cette curiosité téméraire que seule la jeunesse possédait, et fixa droit le visage de Simon. L'espace d'un moment, homme et lion se regardèrent dans la lumière grise du matin. Post-orage, la distance entre eux pas plus qu'un souffle. Simon n'y vit pas de haine, pas de faim. Seulement une question. Qui es-tu, pour que notre roi sente comme toi, et que l'arbre ne le retienne plus? La gorge de Simon était trop serrée pour parler, mais les mots se formèrent quand même, à peine audibles. Juste un vieux fatigué, murmura-t-il, qui n'était pas prêt à le voir partir. Derrière les corps, encerclant, Roi observait. À un moment, il boita en avant de quelques pas, tête haute, regard intense. Il fit un grondement bas, presque conversationnel, profond dans sa poitrine. Plusieurs lionnes dressèrent les oreilles et jetèrent un œil dans sa direction. L'attention du cercle changea. Simon ne pouvait l'expliquer, mais il le sentit. Quelque chose se relâchant, quelque chose décidant. Une par une, les lionnes commencèrent à s'éloigner, dérivant vers Roi, vers la dépression confortable dans la terre où elles avaient reposé plus tôt. Le cercle autour de lui se brisa, aussi calmement qu'il s'était formé. Le jeune mâle s'attarda un battement de cœur de plus, narines dilatées une dernière fois dans la direction de Simon, puis se tourna et repartit vers la troupe, la pointe de sa queue s'enroulant paresseusement. En quelques instants, Simon était seul sur l'élévation, les lions à nouveau forment dans la dépression peu profonde, au-delà, s'installant, se toilettant, bâillant, reprenant le rythme lent et royal de leur journée. Seulement Roi resta debout un moment de plus, ses yeux ambres fixés sur Simon. Puis il s'allongea aussi avec un lourd soupir, une patte drapée sur ses hanches contusionnées et douloureuses, sa grande tête reposant sur le sol humide. Le vent changea. L'odeur de lion s'éloigna, remplacée par l'odeur verte d'herbes mouillées et la douceur distante de fleurs sauvages en bloom qui avaient attendu la pluie. Simon réalisa que ses mains tremblaient. Il rit une fois, un son court et incrédule, plus souffle que voix. « Tu m'as presque fait une crise cardiaque », marmonna-t-il, bien qu'incertain s'il parlait de la troupe ou de son propre cœur emballé. Tandis qu'il marchait lentement vers le Land Cruiser, chaque pas soudain lourd, il se sentait étrangement léger à l'intérieur. Il avait été entouré de lions, vraiment entouré, assez près pour toucher, assez près pour être parti de ce monde, en un tourbillon de griffes et de dents. Et il en était reparti. Plus que ça, il s'était tenu calmement au centre de leur cercle et avait senti, l'espace d'un moment fugace, pas comme une proie, pas comme une menace, mais comme quelque chose d'autre entièrement. Les jours se transformèrent en semaines. La boiterie de Roi s'améliora lentement. Les contusions s'estompèrent. Les cicatrices restèrent. Il reprit ses routines, patrouiller son territoire, rugir au crépuscule et à l'aube,
veillait sur sa troupe depuis l'ombre des arbres épineux et des termitières réchauffées par le soleil. Chaque fois que Simon le voyait après ça, il y avait toujours un battement de cœur, un seul souffle où le regard du lion s'attardait sur lui une fraction de seconde de plus que nécessaire, comme feuilletant les pages d'un vieux souvenir. Les jeunes rangers demandèrent à Simon de raconter l'histoire encore et encore, penché en avant, avec des yeux écarquillés, tandis qu'il décrivait l'arbre tombé, le cric, le cercle de lions. Il riait nerveusement à l'idée d'être entouré comme ça, frissonnait quand il leur disait à quel point le jeune mâle s'était approché. Il l'appelait fou et courageux à parts égales. Simon secouait seulement la tête. Ce n'était pas du courage, disait-il calmement. C'était juste ce qui devait être fait. Mais seuls, les soirs calmes quand le ciel tournait hors fondu et que l'air se rafraîchissait, assez pour que les sons de la nuit commencent, il s'asseyait sur la véranda avec une autre tasse de thé et laissait le souvenir l'envahir plus pleinement. Le poids de la branche contre son épaule, la tension dans ses bras, le sentiment du corps du lion se tirant enfin libre, la façon dont la tête de roi avait baissé, à peine, avant de se détourner, le cercle de lions autour de lui, l'effleurement doux de fourrure contre sa jambe, la respiration stable d'un jeune lion sur son visage, tandis qu'il l'examinait comme une pièce d'un puzzle, plus grand et inattendu, qui avait touché toute leur vie. Des années plus tard, quand ses articulations s'étaient raidies, assez pour que ses patrouilles soient plus courtes, et que sa radio reste surtout sur la table, au lieu d'être clipsée à sa ceinture. Il y avait des matins où il se réveillait, avant l'aube, au son d'un rugissement roulant depuis la distance. Parfois c'était Roi, plus âgée maintenant, voix rugueuse par le temps, mais encore forte. Parfois c'était un autre mâle, plus jeune, le chapitre suivant d'une histoire qui ne finissait vraiment jamais, seulement changeait de main. Ces matins-là, Simon sortait sur la véranda, s'appuyait contre la rambarde et regardait la lueur subtile de la brousse qui s'éveillait. Il inspirait profondément et sentait, non au-dessus ou en dehors de ce monde sauvage, mais tissé dedans d'une manière calme et invisible. Un homme qui avait une fois appuyé son poids, vieillissant contre un arbre tombé, pour donner à un lion une seconde chance. Un homme qui s'était tenu au centre d'une troupe et avait appris que parfois, dans les moments les plus rares, peur et confiance peuvent partager le même petit espace dans un cœur battant. Quelque part là-bas, il aimait imaginer. Des lions bougeaient à travers l'herbe sans pensée d'orages ou de criques ou de vieux rangers. Mais peut-être, juste peut-être, par un soir frais quand le vent était bon, un lion vieillissant, avec une légère boiterie à sa patte arrière, lèverait la tête, capterait une odeur familière sur l'air. Le fantôme de Roi-Boss et d'huile de moteur et de sueur humaine. Et se souviendrait de la manière mystérieuse et puissante dont les animaux le font parfois, du jour où l'arbre n'avait pas pu le garder. Et pour Simon, cette possibilité calme était suffisante. C'était la preuve que la bonté, une fois donnée sans exigence, ne tombait pas simplement comme la pluie sur un sol dur. Elle s'infiltrait, elle laissait des racines. Elle vivait dans les cicatrices et dans les histoires, dans les rugissements portés par le vent et dans les yeux d'un homme qui, pendant quelques minutes tremblantes, avait été accepté à l'intérieur d'un cercle de lions et en était reparti avec son âme à jamais changée.